Hey, salut toi. Est-ce que tu vois cette couverture de livre qui gigote? Hmm. Je pense que oui. Sinon, sache qu'il s'agit du livre d'un homme qui a fait front à une institution inique pendant près de 30 années. Et aujourd'hui, j'aimerais t'en parler. Extrait directement de ce que j'ai pu griffonner en faisant le résumé du livre d'Ernest Pardo, le politique, dans ses parts actuelles, s'entremêle tant de la xénocratie d'argent qu'il n'a plus à mes yeux une réelle valeur. D'ailleurs, à celle d'Ernest Pardo non plus, je le subodore fortement. Alors quand cette ingérence descend dans le juridique, pour pervertir le judiciaire et in fine la justice, oui, entre parenthèses, évidemment, que peut-on bien en attendre? Quand ce triptyque infernal de caste financière, de politique et de gens judiciaires s'entremêle, vos droits n'ont presque plus aucune valeur, si bien que si vous touchez la corde sensible, votre réduction au silence ne tardera pas à pointer le bout de son nez. En somme, la République bananière porte bien son nom. Découvrons très succinctement un bout du livre de la supercherie judiciaire d'Ernest Pardo, que j'ai résumé pour vous en 2 temps. Un petit résumé si le temps vous manque, et un plus long si vous avez quelques minutes à tuer. En espérant qu'il vous apporte de quoi alimenter vos discussions, avec des arguments solides je l'espère. Le sujet du jour, la manne du secteur public, éternelle vache à lait des mafias de notre état frelaté. Bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas mon travail, je suis un lecteur passionné d'œuvres hétéroclites, et depuis plus d'1 année, je fais un bout de chemin sur YouTube pour vous fournir des résumés synthèses de ces dernières. Voici en quelques images ce que j'ai déjà produit. Dans la dernière vidéo, nous apprenions donc que la mention fournisseur d'État pouvait vouloir dire détournement de fonds publics pour la dite entreprise. Qu'il y a une sphère qui entoure les juges, qui représente ce qu'on appelle la meute. Et bien d'autres vidéos encore que je vous laisserai consulter sur ma chaîne. Place à la vidéo du jour avec les résumés synthèses en 6 points. Si toi aussi tu ne souhaites pas perdre plus de ton temps à regarder le contenu en entier, car tu sais, tu as une vie de famille, que tu as l'emploi du temps d'un ministre, voilà ce qu'il ne faut pas louper de la vie. Concernant la Constitution en République dite française, la Constitution doit primer sur le reste. L'auteur le pense. Moi je pose la question de la légitimité de l'entrée de la République dite française, dont j'utiliserai l'acronyme R1-F pour accélérer, dans l'Union Européenne par le traité de Lisbonne. Une sacrée entourloupe. Pour Pardo, la Constitution se rapproche du slogan du Canada Dry, notamment sur la séparation des pouvoirs, dont les tenants de la R-F ne font jamais mention du vocable « pouvoir ». Je parle aussi de l'article 14 de la DDHC que je vous laisserai consulter concernant le consentement à l'impôt. Embranchions donc sur les mythes puis les fictions de l'agent judiciaire. L'auteur en dénote 3. Le premier, le mythe de la vertu. D'ailleurs Boileau en parlait dans sa satire 11, où en substance, pour repartir sur l'auteur qui lui rapporte ceci. Un roi demande à rendre des services. Aujourd'hui, nous sommes bien plus dans la vente de services, comme par exemple la vente d'arrêt, au plus offrant. Nous retombons, dit-il, dans le plus nanti gagne. Une justice, entre guillemets, au service du business. Pour démontrer que l'agente judiciaire n'est pas divine, le Canard enchaîné du 19 novembre 2003 rapporte le cas d'un juge se masturbant en pleine audience. Autre cas différent, l'article du Point du 28 novembre 2003, numéro 1628, page 64, révèle que le substitut général près de la cour de Versailles est mis en examen pour pédophilie. Des vrais parangons de la justice, entre guillemets. Le mythe de la vertu étant in fine un mythe. Des affaires comme celle-ci, en plus grand nombre, existent. Je n'en ai cité que 2 ou 3, mais ce n'est pas tout, car les officiers ministériels, ainsi que les auxiliaires dits de justice, infléchissent des décisions indirectes ou directes de justice. Et continuons avec le mythe de la compétence, et regardons ce que dit Pardo à ce sujet en citant La Fontaine. Du magistrat ignorant, on saluera sa robe.
Édifié comme point de départ de ce mythe, nous pouvons, comme dans le deuxième point, citer des exemples du mythe de la compétence. Par exemple, on apprend qu'un ordinateur du service des casiers judiciaires avait recensé un an plus tôt plus de 4000 décisions illégales. Ou encore qu'un avocat apprend de la cour que le verdict de son affaire est déjà rendu. Comment ça? À tout cela s'ajoute le recueil de déontologie des magistrats qui, pour l'auteur, n'est pas publié. Mais qu'attendent-ils? Surtout que la loi du 5 mars 2007 le permet. Le dernier mythe est celui de l'omniscience. Rien que ça. Pour causer de ce dernier mythe, l'auteur présente un tableau de vie ainsi que de mort des entreprises ciblées par les mafias. Nous avons donc, en phasant le cycle, celle du ciblage de projets novateurs, en lui supprimant les moyens d'aboutir à son projet. La phase de développement, qui ferme les débouchés possibles par l'instauration de lois restrictives, et enfin la dernière phase. Celle du déclin, où l'agent judiciaire, par coalition de l'agent judiciaire impliqué, auront pour objectif de mettre à mort l'entreprise et, in fine, du projet gênant. Pour les mafias, donc la xénocratie d'argent. L'auteur raconte avec plus de détails cela dans une autre œuvre, La stratégie informelle d'Ernest Pardo. Tout cela se traduit évidemment par des délits, dits chevaliers, faits par des personnes de haut statut, les laissant impunis, entraînant depuis des décennies une désintégration du tissu social, du tissu socio-économique, par un socialisme délirant. Le cœur, dit-il, du mythe de l'omniscience réside dans ce que confie l'État à des mandataires de justice, entre guillemets, en demandant de mystifier l'édifice. En modifiant, par exemple, des lois sur la prévention des difficultés du redressement des entreprises. À cela, Pierre Mauroy et Alain Madelin déclareront à eux deux, dans des discours d'entourloupe, de posture et d'effets d'annonce, une logique qui aboutit à l'appauvrissement de l'entrepreneuriat libre. L'auteur dit que sur la vingtaine des fonctions, sinon plus, d'une entreprise, seulement 3 sont compétentes pour intervenir sur les autres, en tant que revendication du monopole du conseil et du redressement de l'entreprise. Évidemment, le reste, je vous laisserai découvrir dans le grand résumé. Les fameux mythes se caractérisent, en plus de ce que l'auteur décrit ici, par cela. Un administrateur judiciaire qui est incapable de citer les 3 principaux concurrents d'une entreprise placée sous son administration pour qu'il la redresse est donc compétent pour redresser par exemple une société d'import-export ou dans n'importe quelle autre activité et quelle que soit sa taille. On demande donc à des incompétents d'avoir de la compétence là où ils n'en ont pas, du délire. Plus loin, je fais une analogie au corps intermédiaire, à l'époque de Louis XIV, qui souhaitait y mettre un terme, notamment sur la magistrature. Et évidemment, il y a bien d'autres écrits que je vous laisserai consulter dans le grand résumé. Pour le petit récapitulatif des mots-clés, nous avons: pour Pardo, la Constitution se rapproche du slogan du Canada Dry. Aujourd'hui, nous sommes bien plus dans la vente de services, comme par exemple la vente d'arrêt au plus offrant. Un avocat apprend de la cour que le verdict de son affaire est déjà rendu, avant même qu'elle ait commencé pour lui. Une logique qui aboutit à l'appauvrissement de l'entrepreneuriat libre. Un administrateur juridique incompétent peut être compétent pour redresser une société. La supercherie de fond. Qu'en est-il de l'état de droit, celui qui doit être garanti par les juges? La conception formelle de l'état de droit, qui est traduite par le principe de hiérarchie des normes qu'un juge doit s'efforcer de faire respecter. La hiérarchie des normes, si je devais en faire une analogie, dispose qu'un général a toujours le dernier mot sur un capitaine, que le capitaine, lui, a toujours le dernier mot sur l'officier, etc., etc. Dans le système juridique, la Constitution trône au sommet, reste à savoir laquelle, l'européenne ou celle de la RDF, sachant que, en première lecture, on peut douter de l'éligibilité de l'entrée de la République dite française sous la Constitution européenne par le traité de Lisbonne.
Pour l'auteur, la Constitution est plus conforme au slogan du Canada Dry, et notamment en rappelant la séparation des pouvoirs, mais qui ne mentionne selon lui nulle part ce vocable de pouvoir. Et d'ailleurs, dans un autre domaine proche, eh bien, essayez par exemple d'opposer un article de la DDHC, au hasard l'article 14, quand on vous demande de payer vos impôts. Car vous êtes évidemment renseigné sur l'état économique de ce qui se passe dans votre pays, et que vous connaissez un petit peu, que vous analysez un petit peu cette gabegie d'argent qu'elle subit, que ceux qui paient des impôts supportent. Je vous encourage à regarder l'article 14 de la DDHC, en évitant de vous polluer avec ceux qui disent que vous interprétez la loi, même si ça c'est une constitution, mais vous avez compris ce que je souhaite exprimer, je suis Bodor. L'auteur en branche sur la question d'où trône la constitution, chapeauté par la supercherie judiciaire, avec à son bord l'agent judiciaire, ses fictions et ses mythes. Alors pas antisémites, hein, ses mythes, comme mythe de la vertu, etc. Pour l'auteur, 3 mythes sont à noter. Le mythe de la vertu, qui est représenté par des hommes formant la jante judiciaire incarnant le parangon de la vertu personnifiée par les magistrats. Boileau, d'ailleurs, en parle plus dans sa satire 11. À la différence d'un roi qui demandait à rendre des services, de nos jours nous sommes bien plus dans la vente de services. Vendre des arrêts aux plus offrants, aux plus puissants, en contrepartie évidemment d'avantages. Citant Pascal, à l'analogie de l'ordalie, donc du jugement de Dieu par l'entremise des hommes, la force incarnant la justice, nous retombons donc avec plus de force dans « celui le plus nanti gagne », et la justice au service du fort, entre guillemets la justice. Les hommes et les femmes rendant la dite justice ne sont pas des dieux, ils sont faillibles. Je répète, ils sont faillibles. Ernest Pardo rapporte par l'entremise du Canard enchaîné du 19 novembre 2003 le cas d'un juge se masturbant en pleine audience. Non, j'ai bien fait de le dire de cette façon. Montrant sa condition d'homme, évidemment. Pour faire simple, de lourdes sanctions devaient être rendues, mais ces hommes ou femmes n'étaient pas du tout à même de pouvoir le faire. Au moins pour l'instant. Pour ne pas dénoncer toute leur carrière, évidemment. Peut-être qu'ils ont eu des fulgurances et peut-être que la justice, à un moment donné dans leur carrière, voulait dire quelque chose. Autre cas différent. Un magistrat, selon une dépêche AFP du jeudi 6 janvier 2005, produite à 17h40, soupçonne le procureur de Bayonne d'avoir utilisé une carte bleue volée dans une maison close allemande. Ce genre de cas se répète pour des affaires de prestations sexuelles sur l'île de la Réunion dans un tribunal de grande instance, ou encore de l'article du Point du 28 novembre 2003, numéro 1628, page 64, qui révèle que le substitut général près de la cour de Versailles, membre du CSM, est mis en examen pour pédophilie sur Internet. Le procureur adjoint du tribunal de grande instance de Bobigny a été écroué le 11 février 2003 pour trafic d'influence, corruption, blanchiment aggravé et recel de fonds. Avez-vous l'impression de voir des parangons de la justice? Oui? Non? On sanctionne plus d'être pris la main dans le sac plutôt que d'avoir commis l'infraction, dit l'auteur. Henri Guénaud dira même dans un grand discours à l'Assemblée nationale du 15 octobre 2015 que l'habitude des comportements que j'ai précités par l'entremise de l'auteur sont vraiment inquiétants. Être exemplaire dans une fonction qui demande à l'être est une norme, normalement. Mais on l'a bien vu, ce ne sont que des hommes. Ils sont donc faillibles, tout comme moi, tout comme vous. D'ailleurs, les partis de gauche protesteront vigoureusement face à Guénaud. Vous connaissez peut-être pas ma posture sur la gauche et la droite, mais bon. J'expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Ou dans un live, peut-être, je ne sais pas. Bref, reprenons la lecture. Je vous laisserai écouter son discours. Donc ça, c'est dans le livre. Il parlera aussi des malversations, des officiers ministériels, des auxiliaires de la justice, qui infléchissent des décisions directes ou indirectes de justice. Ces faits, peu nombreux mais suffisants, je suis Bodor, établissent bien que la vertu dont ils se targuent n'est qu'un mythe. Passons maintenant au mythe de la compétence. Commençons par citer La Fontaine. D'un magistrat ignorant, c'est la robe qu'on salue. C'est un peu le point de départ de ce deuxième mythe, qu'il complète par Juranovit Kuria. Pour continuer notre spéléologie du bafouement du droit, le Canard enchaîné du 7 avril 1999 a rapporté les 4009 décisions illégales qu'un ordinateur du service du casier judiciaire avait recensé déjà un an plus tôt. Un autre fait marquant.
Celui d'un avocat venu plaider la cause d'un de ses clients qui apprendra que la cour avait déjà rendu son verdict, 6 jours avant. Rien que ça. Mais évidemment, ne vous inquiétez pas, cher peuple. Dans une démocratie représentative, ça je l'ajoute, tout cela est normal. Dans le respect d'une certaine déontologie liant les magistrats à leurs obligations de droiture envers les décisions qu'ils doivent rendre, on se demande, puisqu'il existe un recueil les rappelant, pourquoi ce dernier n'a-t-il pas été édité, raconte l'auteur Pardo. Une loi du 5 mars 2007, déjà modifiée, le permet. Ajoutons aux 3 mythes fondateurs un mythe bis sur la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, plus auxiliaire du mythe précédent que réellement à part entière, à l'appréciation de chacun. Donc, toujours dans la méconnaissance des textes, dans l'interprétation, cette façon de procéder s'étend même jusque devant la CEDH en violation de son propre règlement. On se marche nous-mêmes sur les pieds en fait. Pourquoi donc étant, depuis la République, phare de l'humanité, grand dépositaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, etc., etc., pourquoi demander à une instance autre de l'aide à ce sujet? Sont-ils dans des positions plus altières qui leur permettent d'être des chantres de la véritable justice face à la France? Question. Tous ces questionnements et bien d'autres sont notés dans l'œuvre, évidemment. Je ne peux pas reprendre toute l'œuvre entièrement ici. Ce serait déjà du copier, du plagiat qui ne servira à rien, et surtout, la vidéo serait extrêmement longue. Passons au dernier mythe, celui de l'omniscience. Pour commencer, l'auteur souhaite porter notre attention sur la naissance et le déclin des entreprises, passant par tout un système d'hommes et de femmes provenant de castes ciblant la saisie des biens en priorité, et la spoliation en finalité. L'auteur présente un tableau de vie et de mort des entreprises assez succinct, mais qui a le mérite d'être présent. Dans cette continuité, l'auteur présente alors un cycle de vie des entreprises ciblées par les mafias, dans une ramification complexe, dont elles profitent de plusieurs manières, décrites en plusieurs phases. Celle de la création où l'idée est de supprimer l'entrepreneur de l'équation, porteur d'un projet novateur, en supprimant par ailleurs l'accès aux moyens de l'entrepreneur. La phase de développement est la deuxième. Donc, en fermant les débouchés possibles par l'instauration de lois restrictives ou conditionnelles, parfois délirantes. La troisième phase de maturité peut être bousculée en provoquant des déséquilibres en interne puis en externe. L'avant-dernière porte sur la phase de décroissance, qui est le début de la chute vers la dernière phase, celle du déclin, où l'agent judiciaire, par des plans de sauvetage, de redressement ou non, de cession, vont impliquer une coalition de jantes précitées avec pour objectif la mise à mort de l'entreprise, et donc du projet gênant pour les mafias. À cet effet, l'auteur pointe alors les commis de l'État, ne respectant pas des circulaires, et non des 6 circulaires, pour une certaine référence à un youtubeur qui commence par un M. En agissant, en frappant au moment où, dans les faiblesses des phases précitées. Pour éviter une redondance du sujet que vous avez, j'espère, compris, je vous passe les explications de l'intrusion ainsi que de la destruction des entreprises ciblées par les commis de l'État. L'État frelaté, évidemment. L'auteur raconte aussi tout cela dans une autre œuvre, La stratégie informelle d'Ernest Pardo. Assertion sur la dernière vidéo que j'avais faite, rétablie. Le concept est scientifique, ou c'est éthique, et leur application systémique. Leur délit se caractérise par le délit chevalier, fait par des personnes à haut statut usant et l'utilisant entre eux, dans un entre-soi crasse qui les laisse impunis. Ce qui évidemment entraîne depuis des décennies, car le phénomène n'est pas nouveau, une désintégration du tissu économique et social provoquant de fait un chômage. Pour en arriver au cœur du mythe de l'omniscience, dans la phase du déclin, l'État, pour éviter l'échec, a confié à des mandataires de justice la mystification précitée. En modifiant les lois sur la prévention des difficultés du redressement des entreprises et développant un discours trompeur dans la forme sans rien modifier sur le fond. N'oubliez pas, c'est une des illusions et des grosses entourloupes de ce système. La forme privilégie le fond sans rien apporter de concret. Et de ce fait, Pierre Mauroy et Alain Madelin déclareront à eux deux des discours d'entourloupe, de la posture et des effets d'annonce sans rien au bout. La logique finale aboutit in fine à l'appauvrissement de l'entrepreneuriat libre par une autre supercherie que l'auteur souhaite nous présenter, accompagnée d'un graphisme, que je vous laisserai voir dans le livre. Sur la vingtaine des fonctions, sinon plus d'une entreprise, seulement 3, experts comptables, avocats et mandataires de justice, sont compétentes pour intervenir sur toutes les autres.
et a revendiqué le monopole du conseil et du redressement de l'entreprise. Pour vous donner un exemple concret, un administrateur judiciaire qui est incapable de citer les 3 principaux concurrents d'une entreprise placée sous son administration pour qu'il la redresse est donc compétent pour redresser par exemple une société d'import-export ou dans n'importe quelle autre activité, quelle qu'elle soit sa taille. Ce que l'auteur pointe du doigt est la non-compétence d'une gente judiciaire formant, vous l'aurez, je subodore, compris, une fraction de la supercherie. Le mythe de l'omniscience est donc, en résumé, réservé à cet espace. Par l'entremise des corps intermédiaires, qui faisait déjà tache d'ombre sous Louis XIV avec la théorie des corps intermédiaires, où l'entremise de la mainmise de la magistrature était pénétrante dans les affaires du gouvernement. Désolé pour la répétition. Ce même corps permet donc aux acolytes de l'entreprise France de mettre à mal, par la voie des tribunaux de commerce, entre soi d'hommes et de femmes qui s'en mettent plein les poches, les entreprises déjà affaiblies par la tripartition mafieuse déjà décrite. Donc, je rappelle, xénocratie d'argent, politique et gens judiciaires. Tout ça dans une transversalité. Financier, politique, gens judiciaires. Elle sera reprise par la même horde de prédateurs à des prix dérisoires. Ça peut être des rachats de, je sais pas, d'immeubles, d'entreprises, etc. Beaucoup moins cher que si la personne qui avait eu cette entreprise l'avait revendue normalement, on va dire. Le mensuel de 2017 de Capital le mentionne. Avec 700 000 entreprises qui sont exécutées en 10 ans et 261 exploitations agricoles qui disparaissent, là on pourrait aussi parler de la crise des agriculteurs, évidemment. Croyez-vous sincèrement qu'un tel démantèlement aurait été acceptable pour un roi qui pense avant tout à la sauvegarde de son peuple? Dans le pire du meilleur, je préfère infiniment cela. Et j'espère que, petit à petit, vous qui m'écouterez, irez aussi vers cette conclusion. N'étirons pas trop le drap du lit, déjà assez ensanglanté. Regardons plutôt vers un autre mythe. Le mythe de la responsabilité. La cible, alors victime de cette gente judiciaire, va s'adresser à elle dans l'espoir d'être rétablie dans ses droits. Évidemment, c'est la ruine qui l'attend, alors qu'elle demeure. La justice, entre guillemets. La première dette de la souveraineté, narre l'auteur en nommant Portalis du 4 Ventose en 11. Ces anciens calendriers républicains. Si je dis pas de bêtises. Il poursuit en disant que c'est pour acquitter cette dette sacrée que les tribunaux sont établis. Pour un chef d'entreprise, il est coupable et la question est traitée directement ou à son inverse. Et même quand il n'est pas personnellement responsable. L'affaire Outreau, qu'un certain Alexis Franck a dû faire remarquer sur son blog par une observation, auteur d'un livre à ma connaissance de 464 pages sur la responsabilité administrative à l'épreuve des fonds d'indemnisation, que l'État peut se retourner contre les juges fautifs par le biais d'une action récursoire. Bien que reconnue possible par le juge administratif et concernant tous les agents publics, elle n'a jamais été engagée à l'encontre d'un magistrat par l'État. Vous avez bien entendu, cette mesure-là n'a jamais été engagée, alors qu'elle est possible. C'est-à-dire que le politique, quand ça l'arrange, conserve les gens qui sont à sa botte. On va dire ça comme ça. Cette irresponsabilité à géométrie variable, et au besoin des protections de ceux qui la gardent, se perpétue dans un entre-soi crasse, toujours à défaut du sinistré de la justice, et elle se confortera par des verrous, puis des barrières appropriées. Cette vidéo étant maintenant terminée, j'espère qu'elle a pu vous apporter des éléments de connaissance, et qu'elle vous permettra d'avoir plus d'arguments, si vous aussi, vous êtes des chercheurs de vérité. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout, si ça a été le cas. Dans la prochaine, nous parlerons de l'expérience de Milgram au service de la xénocratie d'argent. Et comme à l'instar de ce qui s'est passé durant le Covid, chacun applique les ordres qui lui viennent d'au-dessus, mais sans jamais remettre en question leur propre responsabilité. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, je vous souhaite une excellente journée et soirée, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Mes Lectures.